Bonjour à tous. Je crois que vous m'entendez bien. Hein. Ça va. Super. Transformation digitale, quel modèle pour réussir? Alors chez nous, World of Warcraft, c'est ce qu'on fait sur le digital. Donc moi, je ne vais pas vous parler de jeu, je vais vous parler de stratégie militaire. Mais finalement, il peut y avoir un petit peu de lien entre nous. Ça va être moins drôle et moins interactif. Mais apparemment, vous restez là, donc tout va bien. Alors, Bolero, c'est le cabinet que je dirige. On est 45 personnes qui travaillent 7 jours sur 7, de 6h à 21h en 2/8 pour surveiller tout ce qui se passe sur le web. On traite jusqu'à 100 000 flux de données par jour, donc on fait de la data intelligence pour éclairer les stratégies des entreprises. Par exemple, SNCF, c'est à peu près 15 000 retombées par jour dont on va faire 10 alertes et sur lesquelles ils vont prendre des positions sur les réseaux sociaux, mais aussi de façon générale dans la stratégie de communication. Voilà le métier de Bolero. Bolero, c'est protéger la réputation des entreprises et protéger les parts de marché des entreprises, c'est-à-dire leur compétitivité par le digital à travers ce métier de la data intelligence. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de transfo digital et je vais commencer avec une question. Est-ce que pour vous, le digital, c'est une technologie, c'est un moyen ou c'est une fin? Un moyen, vous êtes tous d'accord là-dessus? Bon, a priori, on est tous d'accord sur le fait que c'est au moins une technologie. C'est une technologie qui impacte fortement tous les business, toute l'économie mondiale, puisque si on regarde en 10 ans l'impact des technologies sur les capitalisations boursières, on voit, vous le voyez, qu'en 2006, on n'avait qu'un acteur IT dans le palmarès des capitalisations boursières et qu'en 2016, ils étaient déjà 5 et que depuis 2 ans, il y en a encore 2 autres qui se sont rajoutés, des Chinois. Donc, évidemment, le digital, c'est une question de technologie, mais cette transformation de l'économie, elle va de plus en plus vite. Donc, c'est une technologie qui change de plus en plus vite l'économie. Regardez le taux de pénétration des smart speakers, vous savez, les enceintes connectées, Google Home, Alexa, etc. On s'attend fin 2018 à avoir entre 40 et 50% de taux de pénétration dans les marchés américains. Ça s'est fait en moins de 3 ans, là où le smartphone a mis 5 ans et le web 20 ans. Alors, si cette technologie, elle change l'économie, on a un certain nombre d'entreprises traditionnelles qui ont toutes adopté ces technologies. Elles ont toutes créé des sites internet. Elles sont toutes allées sur les réseaux sociaux. Elles ont investi dans des DMP, les big data. Elles ont mis des millions dans le digital. Pourquoi aucune entreprise traditionnelle n'est dans le top des capitalisations boursières et pourquoi aucune n'a fait sa transformation digitale au point d'être le Uber de son marché, le Amazon de son marché? Qu'est-ce que ces entreprises qui sont technologiques, qu'on a vu tout à l'heure, ont compris que les entreprises traditionnelles n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'elles ont intégré que les entreprises traditionnelles n'ont pas intégré? C'est la question qu'on va se poser. Et en fait, ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que la technologie change les gens. Et ce changement, ça s'est fait au gré de différentes révolutions d'usage. Des révolutions, on parle de révolution digitale comme une révolution industrielle, mais c'est avant tout une révolution d'usage, et vous l'avez vu avec la conférence précédente, évidemment. Mais pas seulement, en fait. En 20 ans, on a au moins 3 révolutions d'usage. La première, qu'on a appelée postérieurement le Web 1.0, c'est l'arrivée des moteurs de recherche. La deuxième, à partir des années 2005, l'arrivée d'abord des médias sociaux, puis des réseaux sociaux. 2010, le web des données. À chaque fois, notre consommateur, notre citoyen, il va gagner un petit peu plus de pouvoir sur les entreprises et on va voir comment. On est dans les années 2000, l'internaute découvre le pouvoir de vérifier ce que disent les entreprises. Elles ne peuvent plus dire n'importe quoi puisqu'on va tout googliser. C'est cette génération du fact-checking, où on vérifie ce que dit notre prof, on vérifie ce que dit notre médecin, etc. Face à cela, les entreprises avaient 2 possibilités.
celle de faire des sites vitrines, la plaquette en papier glacé mise sur Internet, et celle au contraire de faire des sites qu'on a appelés user-centric, c'est-à-dire qui parlent des sujets d'intérêt des internautes, qui correspondent aux requêtes faites sur Google des internautes. Ces sites user-centric utilisent un langage naturel. Là où on va parler, je me rappelle, je vais vous parler de Saint-Gobain, c'est le cas que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Vous savez que Saint-Gobain fait du vitrage, des doubles vitrages. Eh bien, l'internaute, qu'est-ce qu'il tape sur Google? Il tape changement de fenêtre quand il veut changer ses fenêtres. Eh bien, en 2001, Saint-Gobain, il n'y avait pas une seule fois le mot fenêtre sur son site internet. Quand je leur en ai parlé, cette société d'ingénieurs me dit « Mais madame, on ne fait pas des fenêtres, on fait des vitrages acoustiques, des vitrages thermiques. » Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre le jargon que l'entreprise s'est construit et les requêtes des internautes. Et un premier enjeu, c'était celui d'informer. C'est-à-dire d'arrêter de communiquer de façon lissée et marketing, comme on dit maintenant, mais au contraire d'expliquer son métier. 2.0, voilà que notre internaute, tout ce qu'il pouvait détecter avec le Web 1, il va pouvoir le dénoncer puisqu'il n'a plus besoin de maîtriser l'HTML pour écrire sur Internet. Il va pouvoir le faire d'abord dans les blogs, les chaînes YouTube, puis sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ce Web 2, autant le Web 1 était un web textuel et froid, le Web 2, il y a un peu plus de place dans les tuyaux, on fait circuler des photos, des vidéos. Le Web devient plus émotionnel. Qui dit émotionnel dit propagation virale. Et le bashing, le bad buzz, les fake news deviennent les jeux préférés des internautes. Encore une fois, les entreprises continuent dans leur logique top-down. Au lieu de se dire, c'est l'occasion de me mettre à la portée de mes consommateurs, d'aller dialoguer avec eux, de me mettre au cœur des communautés, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Des belles pages Facebook, des beaux comptes Twitter qui propageaient ma vie, mon œuvre en tant qu'entreprise, leurs communiqués de presse, leurs publicités. Donc, encore une fois, elles se sont coupées de leur communauté. Et on a encore un deuxième enjeu. L'enjeu n'est pas de protéger, de construire sa communication sur un nouveau canal, mais au contraire de dialoguer, d'écouter et de construire une relation durable avec ce consommateur. C'est pas fini. Voilà qu'arrive le Web 3.0, le Web des données. On a maintenant collecté énormément de données sur les individus grâce aux réseaux sociaux, grâce aux smartphones. Ces données vont être combinées à des technologies qui sont parfois anciennes, comme l'intelligence artificielle, la sémantique, ou beaucoup plus récentes, comme les beacons, la blockchain, etc. Ces données vont permettre la personnalisation du service et du contenu. Netflix, Spotify, Blablacar, Airbnb, ça n'a rien de révolutionnaire en termes de technologie. C'est juste qu'on a de la data pour mettre en relation les gens les uns avec les autres. On a de la data pour favoriser l'aide à la décision. On a de la data pour personnaliser la série Netflix ou la musique sur Spotify. Ça ne marche pas toujours parfaitement. Et quand mes gamins regardent des dessins animés ou écoutent des musiques, moi aussi, dans l'algorithme, je reçois des propositions de Power Rangers sur mon Netflix. Donc, évidemment, ce n'est pas encore parfait, mais on sent que là, on a un fil rouge entre tous ces services, c'est celle de faciliter la vie des gens. Ces services deviennent ce qu'on appelle convenience. Ils vont lever ce qu'on appelle les irritants, les pain points du consommateur. Et en cela, c'est une troisième prise de pouvoir. Pourquoi ? Parce que ce consommateur, il va pouvoir plébisciter ce nouveau standard de service. Il va pouvoir dire, oui, moi, Amazon, c'est le standard que j'attends. Et donc, du coup, il ne peut pas revenir en arrière avec un service qui serait beaucoup plus compliqué pour lui, beaucoup plus irritant pour lui dans son expérience utilisateur. Alors, avec le Web 2.0, notre consommateur, c'était déjà un média. Il avait une chaîne YouTube, un prescripteur. Il s'exprimait sur TripAdvisor. Voilà qu'avec ces nouveaux services,
Il devient un fournisseur de services parce qu'il loue, il loue son appartement sur Airbnb. Il devient fournisseur de données, Waze, Netatmo. Il devient financeur avec le crowdfunding, etc. On voit qu'il est présent du distributeur, du producteur au distributeur en passant par le financement sur toute la chaîne de valeur de l'économie. Et du coup, il fait bouger les lignes de la valeur sur les marchés, sur les filières économiques. La meilleure preuve qu'il fait bouger les lignes de la valeur, c'est qu'il gagne de l'argent. Il monétise ses liens sociaux, il arrondit ses fins de mois avec de la publicité sur son blog et avec son appart sur Airbnb. La meilleure preuve qui fait bouger les lignes de la valeur, c'est qu'il bosse gratuitement pour ces plateformes. Il bosse pour Waze. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que cette fois, cette troisième révolution, par la data, elle amène effectivement le concept de l'ubérisation, c'est-à-dire la mise en péril des business models traditionnels. Et autant le Web 1 concernait la communication, il fallait faire un site internet, autant le Web 2 concernait les services relations clients, parce qu'il fallait parler, répondre à ces attaques des internautes, un peu le juridique, parce qu'on se tapait des bad buzz. Autant le Web 3, vu qu'on touche au business model, eh bien cette fois, c'est tous les services de l'entreprise. Toute la boîte est concernée. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de transformation digitale à ce moment-là. Et même pire, si ça touche au business model, ça touche au modèle de revenu de l'entreprise, à la valeur, à la façon dont elle gagne de l'argent. Ce troisième enjeu, c'est un enjeu d'innovation. Alors, troisième erreur stratégique des organisations, des entreprises traditionnelles, eh bien, elles vont nous utiliser la data pour faire du targeting, du retargeting, du remarketing. Vous savez, tracer le consommateur partout où il va et faire en sorte que quand vous avez vu un canapé sur Maison du Monde, partout où vous allez voir ce canapé sur Internet. Vous n'avez même pas rempli de formulaire que vous recevez un email qui vous dit Caroline, 50% pour vous aujourd'hui si vous commentez dans les 2 heures. Vous avez une bannière aujourd'hui qui est capable de vous dire Caroline, livraison offerte pour vous. Et pourquoi ? Parce qu'on a recoupé vos données avec des cookies, avec des adresses email, etc. Et on vous a tracé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Évidemment, c'est un levier extrêmement puissant. Mais les ubérisateurs, ceux qui ont tout compris à ces différentes révolutions, eh bien, eux, ils commencent par la colonne de droite. Ils vont utiliser la data comme un levier d'innovation. Personnalisation du contenu, du service, configurateur, etc. On est là sur un concept complètement différent, c'est de se mettre au service de ce consommateur augmenté du pouvoir de plébisciter les nouveaux standards. Alors, vous avez des filières qui ont été complètement balayées par ces 3 révolutions et la filière hôtelière en est un bon exemple. Web 1.0, Booking.com, qui réintermédie toutes les requêtes sur Google des internautes. Web 2.0, TripAdvisor. On ne choisit plus une chambre d'hôtel parce qu'elle a vue sur mer, mais parce qu'elle a des bons avis. Et Web 3.0, bah là, la menace arrive de là où on ne l'attendait pas, la valeur d'usage. Airbnb. C'est ce qui fait dire à Sébastien Bazin, PDG d'Accor, il faut arrêter de résister aux révolutions numériques. Il a essayé il y a 2 ans de lancer une plateforme accorhotels.com qui mettait ensemble tous ces sites hôteliers plus des indépendants, c'est-à-dire des concurrents. Ça n'a pas marché. Parce qu'en 2016, avoir la stratégie de Booking, c'est un peu tard. Alors, si vous êtes patron de start-up, peut-être parmi vous, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être que vous vous situez en 2018 et vous montez une application, vous montez un service et vous pensez que vous lancez dans la donnée, ça va suffire. Eh bien, le problème, c'est que ces enjeux, ils se cumulent. Il faut que vous soyez à la fois incontournable sur Google, que vous fédériez des communautés, que vous utilisiez la data, c'est-à-dire que vous soyez au moins data-driven et, si possible, made in data.
Donc, qu'est-ce qu'on a compris là, avec cette introduction? C'est que le digital, ok, c'est une technologie, on est d'accord là-dessus. C'est au moins un moyen pour digitaliser le marketing, la communication et gagner en performance, mais c'est aussi une fin. C'est-à-dire, il reste combien? Je n'ai pas compris les codes. Merci. Pardon. C'est aussi une fin, parce que si la finalité d'une entreprise, c'est gagner de l'argent, eh bien, on vient de voir qu'en bougeant les lignes de la valeur, le digital modifie également la finalité de l'entreprise. Et ça, c'est le sujet de la direction générale. Vous êtes d'accord là-dessus? Un business model aujourd'hui, ça doit croiser évidemment les objectifs de l'entreprise et donc son retour sur l'investissement, mais également une nouvelle composante qui est l'objectif de l'utilisateur. Et d'ailleurs, et cette fois avec le concept de retour sur expérience. Et d'ailleurs, les Airbnb, les Waze, les Uber, ils ne sont rien sans leur communauté d'utilisateurs. Ils ne valent rien sans ce partage de la valeur avec le consommateur. Alors, je vous ai dit que j'avais un petit cas Saint-Gobain. Je vais vous expliquer quelques années de transformation digitale de ce groupe. C'est intéressant parce qu'on change le business model. Vous avez un accord, groupe accord, qui, à cause de ces révolutions numériques ratées, on va dire ça comme ça, eh bien, devient un acteur B2B. Accor, c'était du B2C. Eh bien, aujourd'hui, ils vendent leur parc immobilier, leur parc hôtelier, pour devenir opérateurs d'hospitalité au service d'hôteliers, à qui ils vendent leurs licences, leurs marques et leurs capabilities en hôtellerie. Eh bien, avec Saint-Gobain, on va avoir le contraire. Un acteur B2B qui est en train de devenir B2C parce que lui, il a saisi les révolutions digitales au fur et à mesure et parce qu'il se positionne. Et je vais vous expliquer comment. Il y a quelques années, on a commencé à travailler sur le parcours client de la rénovation dans la maison. Il apparaît très compliqué comme ça, mais on imagine bien que l'internaute, il commence par s'inspirer, peut-être sur Pinterest, Instagram. Il va cadrer son projet sur les forums, mais aussi en discutant peut-être avec un vendeur de Leroy Merlin, etc. Et puis, il a une phase de choix des produits, des matériaux. Choix de son isolation, soit de ses peintures, soit de ses moquettes, etc. Pendant des années, on a travaillé sur 7 étapes du parcours client pour les différentes marques du groupe Isover, Placo, Isover, Glace, Weber, ceux qui vendent des enduits, de la laine de verre, du plâtre, etc. On a travaillé pour qu'ils soient les mieux placés sur ces requêtes produits. On en a fait des leaders sur les parcours, ceux qui finalement étaient les premiers sur Google, Web 1.0, ceux qui avaient la part de voix la plus importante sur les forums travaux, Web 2.0. On a fait des configurateurs, Web 3.0, on a collecté des données. On a fait tout ce travail pendant 10 ans. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de Saint-Gobain et je lui ai montré ce parcours. Et je lui ai dit, vous voyez, on a fait un super boulot à ce niveau-là du parcours. Mais n'importe quel GAFA peut venir ici et vous finalement détruire tout ce que vous avez fait. Comme Accor l'a connu avec Booking, avec TripAdvisor. Donc si on ne se positionne pas là, eh bien demain, on peut nous détruire notre valeur et finalement court-circuiter tout ce qu'on a fait sur ce parcours client parce que plus on se situe en amont du parcours, évidemment, plus on va capter notre internaute et on a des chances de le convaincre. Eh bien, il y a un GAFA qui s'appelle House et qui fait ce boulot en ce moment. Sur ce constat-là, eh bien, et surtout quand on sait que 51% des particuliers qui ont fait des travaux sont insatisfaits, là, il y a un boulevard pour un ubérisateur. Un parcours client qui n'est pas occupé en amont, un irritant très très fort sur un marché, eh bien c'est un risque de disruption très fort. Qu'est-ce qui a été décidé? Eh bien, de changer complètement, d'offrir un service qui serait complètement différent de ce que fait Saint-Gobain, qui fait des matériaux et de la distribution de matériaux, Point P, la plateforme, etc., la plateforme du bâtiment. Eh bien, il a été décidé de lancer un site internet qui allait nous permettre de capter ce consommateur très en amont de son parcours, en faisant de l'inspiration, ce que fait pas du tout Saint-Gobain, de la déco, en faisant du cadrage projet, c'est-à-dire du service, ce que fait pas du tout Saint-Gobain.
Donc ce site saint-gobain.fr, c'est-à-dire en plus au nom de la marque, alors qu'il ne reflète pas le métier du groupe, au nom de la marque Saint-Gobain, eh bien, il y a eu une position assumée de parler au consommateur, au particulier, qui n'est pas le client de Saint-Gobain aujourd'hui. Et de faire de l'intermédiation travaux, c'est-à-dire qui capte, vous voyez, coaching de A à Z dans le projet. Nouvelles offres, nouveaux positionnements. On est là sur un pivot du business model qui évidemment aujourd'hui est marginal et pas encore visible, mais on a pris position pour éviter de se faire ubériser par House. Du coup, qu'est-ce qu'on peut résumer comme méthode pour cette transformation digitale? Et finalement, pour passer d'une approche qui était très product-centric, historiquement, dans le modèle 20e siècle, à une transformation finalement beaucoup plus user-centric, modèle 21e siècle, eh bien, déjà, le courage du top management. Le courage, comme disait Sébastien Bazin, d'accepter, de changer, d'avoir l'audace, d'avoir une vision qui va répondre aux aspirations profondes de nos clients. Ça, c'est une vision long terme. À court terme, c'est le travail qu'on a vu, qu'on a mené avec Isover, Placo, Weber, sans relâche occuper les parcours clients, sans relâche travailler sa présence sur le web 1.0, le web 2.0, puisqu'ils sont toujours actifs, bien sûr. Deuxièmement, se déployer sur ces parcours clients, les modéliser. La modélisation d'un parcours prospect, c'est l'identification de tous les touchpoints par lesquels il passe. On a dit, OK, Google, on a dit les réseaux sociaux, mais vous voyez, dans le cas de Saint-Gobain, on travaille les réseaux sociaux depuis 2009, on n'a toujours pas créé de page Facebook. Pourquoi? Parce que les travaux, ça ne se passe pas sur Facebook. Les gens, ils en parlent sur Forum Construire, sur Forum Futura Science, sur Système D, sur Forum Leroy Merlin. Et là, il y a 20 000 messages par mois sur des gens qui font leurs travaux. Donc, c'est là qu'on est allé. Ça veut dire que identifier ces points de contact, c'est identifier les touchpoints qui sont actifs sur votre marché. Et ce n'est pas forcément le mainstream. Ce n'est pas parce qu'il y a X milliards de personnes sur Facebook qu'ils vont pour autant parler travaux sur Facebook. OK ? Troisièmement, collecter de la donnée. Analyser la donnée, c'est ce qui vous permet, je le disais tout à l'heure, d'être data-driven, c'est-à-dire de vérifier que vous touchez bien vos consommateurs. Quand vous avez identifié les touchpoints, vous vérifiez normalement dans vos analytics que ça marche, que l'audience est là, que la consommation de vos services et de vos contenus fonctionne. Mais mieux encore, utiliser les données, ce qu'on appelle first party, je ne sais pas si ça vous parle, les données métiers, c'est-à-dire les données qui sont propriétaires pour vous et surtout pas les données des DMP, Google et Facebook, mais vos données à vous qui sont des leviers d'innovation. Et enfin, quatrièmement, trouver la proposition de valeur qui va correspondre aux attentes profondes de votre marché. Ça, c'est beaucoup plus du quali. Ça, c'est l'écoute profonde de vos consommateurs par ce qu'on appelle le social listening, c'est-à-dire l'écoute des réseaux sociaux. Parce qu'un Uber, évidemment, les consommateurs, ils ne disaient pas sur les réseaux sociaux « Ah, je rêve d'une application où je pourrais géolocaliser un taxi ». Non, ils n'expriment pas leurs attentes. En revanche, ils vont râler sur le fait que le taxi lui dit toujours que son terminal bancaire est en panne, qu'un taxi arrive avec 15 € au compteur, que c'est super dur de trouver un taxi le samedi soir. Ça, on le trouvait dans les réseaux sociaux. Et en écoutant ça, G7, pour ne citer que lui, qui a raté notre réservation à la gare en arrivant, Saint-Charles, pour ne citer que lui, aurait pu deviner et avoir le courage de construire un Uber. Il n'y avait aucun frein, ni technologique, ni consommateur, mais il y avait un frein psychologique dans la tête des dirigeants, ça c'est sûr. Merci de votre attention. Pour info, si vous voulez approfondir ce sujet des stratégies digitales, eh bien, je vous invite à lire L'art de la guerre digitale. Et je viens de sortir un bouquin sur les fake news, puisque c'est aussi des problématiques de stratégie d'influence digitale. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis à votre écoute pour les questions. Oui, je t'écoute.
En fait, il y a plusieurs, et on est d'accord, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur d'avoir une vision long terme. Et les entreprises familiales sont mieux placées pour avoir le courage de construire cette vision que des entreprises, par exemple, qui sont cotées, qui vont avoir un enjeu de ROI court terme. Il y a des entreprises qui sont peut-être sur des marchés à tonnes et qui ont une urgence effectivement à générer du business. C'est plus difficile pour celles-là de se dire « Attends, je vais construire le concurrent qui va me détruire demain. » Et ça, pour ça, je repars d'une page blanche. Il y a ce facteur-là qui est OK, quelle est la pression qui pèse sur l'équipe dirigeante en termes de vision court terme ou long terme. Après, c'est vrai que quand on a tous les irritants qui nous remontent de nos clients, lequel choisir, sur lequel construire une nouvelle proposition de valeur. Et c'est là que c'est difficile d'être objectif soi-même et qu'il y a besoin effectivement de partenaires conseils qui vont vous dire, attendez, cet irritant-là, vous le tirez, vous utilisez la technologie, vous profitez des nouveaux business models possibles, et là, vous avez un concept business. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que nous, on fait ce qu'on appelle des ateliers disruption, on les immerge dans les verbatims de leurs clients, et on leur donne une sorte de boîte à outils pour détruire leur propre entreprise. Et on fait un business game, pour le coup, on fait un peu de jeu quand même, on fait un business game où ils doivent vraiment détruire leur entreprise et ça les force à changer leur casquette. D'ailleurs, on leur distribue leur CV, leur nouveau CV en rentrant dans le jeu pour qu'ils sortent de ce corps traditionnel et qu'ils arrivent à raisonner autrement. Mais en revanche, on croit beaucoup au fait que l'innovation peut venir de l'intérieur de l'entreprise et pas forcément de l'extérieur, de la start-up, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à trouver des business models qui s'appuient vraiment sur les actifs, sur les assets de la boîte. Parce que si le concept qui sort, c'est le même que n'importe quel jeune diplômé d'école de commerce peut avoir comme idée en sortant, eh bien ça veut dire que ce n'est pas exactement ce que vous devez faire. Ça veut dire que c'est trop accessible presque. Il faut se dire que ça va forcément être un concept nouveau, mais qui s'appuie sur tout votre historique et votre expertise et le savoir-faire qu'il y a dans votre entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui ? Quels sont les freins ? À qui vous avez parlé déjà ? À HEC, j'ai un cours là-dessus, sur vendre sa stratégie digitale en interne, et on a élaboré des tas de stratégies pour faire remonter l'information au COMEX. Donc ça dépend où vous vous situez dans l'organisation. Moins 8. Plusieurs possibilités. Laisser traîner un article de journal sur le bureau du patron qui montre ce que fait le concurrent. Ils ont toujours très très peur du benchmark et du concurrent. C'est la Française des Jeux ? J'ai des contacts, on peut essayer de s'en parler. Non, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que dans les entreprises, beaucoup ont l'intuition de ce qu'il faut faire. Et le problème réside dans les freins de la direction générale, qui peut être que le digital, c'est une boîte noire pour eux et que du coup, une fois qu'ils ont coché toutes les cases, on a refait le site internet, j'ai mis 1 million d'euros dans un CRM, et dans une DMP, c'est bon, j'ai fait ma digitalisation, on a même un CDO, tu comprends ? Donc là, tout est fait. On a coché les cases. Et ils ont l'impression d'avoir fait le job. Alors qu'en fait, tout est à faire. C'est-à-dire la vision, ça doit partir de là. La transformation, elle va forcément partir du haut. Donc, je vous invite à avoir une stratégie d'empowerment vous-même qui va permettre de faire remonter l'information. Moi, je sais que j'ai fait venir en COMEX des personnalités du même âge que les dirigeants pour leur parler du monde digital, des Joël de René, des Gilles Babinet, pour leur ouvrir les chakras.
On a pu leur faire des learning expeditions, donc aller leur montrer la vraie vie d'une Fab Lab et de ce qui se passe, l'effervescence qui peut se passer sans aller dans la Silicon Valley. Il y a des tas de petites astuces qui relèvent du nudge. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est des méthodes d'incitation douce pour changer les comportements. Et on a besoin du nudge pour favoriser la transformation digitale dans les entreprises parce qu'effectivement, on a des vrais freins comportementaux. On a pu, par exemple, montrer évidemment les économies générées, construire des business plans. Il faut jouer sur plein de tableaux qui vont permettre de faire cheminer le sujet dans la tête de vos dirigeants. Bon courage. Oui, c'est fini. Merci. Nudge, N-U-T-G-E, ça veut dire coup de pouce en anglais. Il y a pas mal de bouquins sur le sujet, c'est passionnant. C'est un peu notre métier, mais dans la vraie vie. Donc, c'est comment changer les comportements des gens. Nous, on le fait sur le digital, et là, c'est sur la vie physique, et c'est assez fascinant. Je vous en prie.